Au Kabalima, et donc je suis originaire à la fois du Burkina Faso par mon père et des États-Unis par ma mère, mais avec une culture éminemment aussi française. Voilà. Il faut dire aussi qu'il y a des exclusions à la participation. Si je prends les femmes, par exemple, qui accèdent moins à l'éducation au fur et à mesure qu'on montre les degrés, il est clair que à un moment donné, elles ne seront plus à la table. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tenu à dire c'est une question d'égalité, d'opportunité. On offre des possibles. Par exemple, d'avoir des gens, je pensais qu'ils n'avaient pas fait des choses, mais en fait, ils n'avaient pas compris. Et moi, je pensais que quand tu ne comprends pas, tu demandes. Voilà. Mais eux, ils ne vivaient pas très bien de demander. Je me suis rendu compte en matière de coaching que se substituer des équipes, c'est très mauvais de se substituer à quelqu'un qui dit un tel a perdu sa mère. C'est à Korogo. Korogo, c'est à 600-700 km d'Abidjan. Qui y va? Tu y vas? C'est une affaire privée. 700 km. Donc j'ai dit poliment, écoutez, toutes mes condoléances, etc. Et puis quand je suis revenue le lundi, tout le monde avait l'air fatigué. Je dis, qu'est-ce que vous avez? On est parti aux funérailles de la mère. Ah ouais? Et il n'y avait que moi qui n'avais pas été. Des alliances qui peuvent se refaire, une possibilité pour nous de jouer un autre rôle, de s'asseoir à la table. Il y a aussi l'IA qu'on voit arriver avec inquiétude, mais qui offre une somme d'opportunités. Non, les choses n'arriveront que si on est conscient, solidaire, unis. Bienvenue dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison en morée et qui met en lumière les gens qui font l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans Mesaka Madeleine Okabalima, diplômée de Kedge Business School, manager, experte senior en genre et inclusion, bonne gouvernance et communication pour le développement, formatrice depuis plusieurs années et coach certifié, diplômée de l'Institut international de coaching à Genève. Praticienne du développement, pendant 3 décennies, elle a dirigé des équipes au sein des organisations internationales, principalement aux Nations Unies. De 2020 à 2023, elle a mis en place et dirigé l'unité pour l'égalité femmes-hommes de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF à Paris. Ceci après avoir dirigé la division des programmes du bureau de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire, en qualité d'adjointe de la représentante résidente pays et précédemment l'unité d'appui à la bonne gouvernance du bureau du PNUD en Côte d'Ivoire. Au quotidien, forte de son excellente connaissance des défis de développement sur le terrain en Afrique, Madeleine contribue activement à accompagner, selon leurs spécificités contextuelles, les dirigeants et les équipes d'encadrement des institutions, organisations internationales et autres partenaires au développement, ainsi que les entreprises et individus de son pays, du continent, dans la réflexion et la mise en œuvre de leur vision. Bonjour Madeleine. Bonjour Frédéric. Merci de nous faire l'honneur et le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans Mesaka. La première question que j'ai envie de te poser, c'est celle de nous dire, on a fait une longue introduction, mais peut-être que tu peux te présenter un peu plus dans un langage un peu plus vulgarisé. Comment tu viendrais à Merci. Je m'appelle Madeleine Okabalima et donc je suis originaire à la fois du Burkina Faso par mon père et des États-Unis par ma mère, mais avec une culture éminemment aussi française. Voilà. Et je suis mariée, mais mon mari nous a quittés et j'ai 3 enfants qui ont entre 30 et 25 ans. Voilà. Je ne reviendrai pas sur ce que tu as déjà dit, Frédéric, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a 30 ans, en fait, j'ai décidé de quitter l'Hexagone pour m'installer en Côte d'Ivoire où j'ai construit ma vie. J'ai beaucoup œuvré, comme tu l'as déjà dit aussi, au sein des organisations internationales, principalement onusiennes. Voilà. Et depuis 2023-2024, j'ai décidé de me mettre en freelance à mon compte pour bâtir sur les expériences capitalisées tout au long de mon parcours professionnel et le mettre au service de
ceux qui peuvent en avoir, exprimer l'intérêt. C'est très clair, mais je me pose une question. Comment on fait pour quitter, après avoir été au PNUD, à l'OIF, dans toutes ces organisations internationales pendant autant d'années, comment est-ce que on se lance dans ce parcours individuel maintenant au travers de ces activités de coaching? Comment ça se passe dans l'esprit, voilà, ce changement qui est quand même un changement majeur, je présume? Alors, pour le coaching, c'est intéressant. En fait, il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi, qui m'appelaient familièrement coach. Et puis, j'ai eu le sentiment, je donnais beaucoup de conseils aux uns et aux autres. Et après, je me suis posé la question de l'imposture, peut-être. Est-ce que j'agissais vraiment comme une coach? Et comme je me retrouvais à ce moment-là à Paris, en période de Covid, de télétravail, j'avais du temps. Donc, j'ai décidé de me former, j'ai cherché un bon institut, j'ai décidé de me former en coaching. Donc, j'ai rajouté ceci au corps de mon arc. Finalement, lorsque j'ai fini ma mission à l'OIF, la question se posait, et puis j'ai commencé à postuler. Puis au fur et à mesure que je postulais, j'ai vu que j'avais plus envie de rentrer dans des institutions internationales. Il me restait quelques temps avant de me retirer, en fait, de prendre ma retraite. Et je me sentais en forme. Donc je me suis dit, de toute façon, j'étais venue en France en 2020 pour des raisons de famille, principalement. Moi, mon choix, c'était de m'installer en Côte d'Ivoire et j'ai décidé ça en 93, que j'allais rentrer, mais pour cette fois-ci, utiliser les savoir-faire acquis d'une autre façon, en me mettant à mon compte. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur tes projets en cours en Côte d'Ivoire? Alors, quand je suis rentrée, j'ai eu la chance, puisque j'ai travaillé pendant quelques temps aux Nations Unies, je suis en réseau en fait. Donc, lorsque j'ai exprimé que je rentrais, on m'a proposé une consultance d'1 an pour un ministère que j'ai... juste au moment, c'était une coïncidence, je rentrais, mais je ne savais pas que j'allais avoir cette consultance. Et je l'ai eue, donc j'ai travaillé pendant 1 an auprès du ministère de la Santé de mon pays. Et après, ce faisant, en rencontrant d'autres personnes, on m'a proposé une autre consultance que je suis en train de mener. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, naturellement, voilà. Donc je me dis que quand celle-là va terminer, je vais en chercher une autre. Mais au fur et à mesure qu'on échange, on a des contacts et puis des besoins. Comme vous l'avez dit, moi, mon domaine, c'est les questions de gouvernance, d'égalité femmes-hommes. Et l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose dont les uns et les autres commencent à prendre conscience et pour lesquels ils sont très demandeurs. Voilà. Et je voudrais préciser que l'égalité femmes-hommes, c'est l'égalité d'opportunité, quel que soit le sexe. Justement, sur ma prochaine question, on parle beaucoup de ça, l'inclusion, le genre, c'est vraiment des thématiques aujourd'hui, on entend tout le temps parler. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et pas hier déjà, premièrement, et pourquoi c'est si important justement d'être au fait de ces questions-là et de pouvoir les mettre en pratique dans nos organisations, dans nos entreprises? Quels en sont les bénéfices véritables? Est-ce que tu peux nous... Oui, je vais partir sur des exemples de mes expériences. Bon, d'abord, l'inclusion, la participation, au-delà de l'aspect philanthropique, c'est bien de faire participer les gens, ça conditionne le succès des actions de développement que vous allez mettre en œuvre. Moi, je prends l'exemple, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les maires et qui étaient persuadés, comme moi aussi je l'étais d'ailleurs, du succès de certaines choses. Par exemple, on se dit, il y a des problèmes de santé, il faut mettre en place des dispositifs de santé, il y a des problèmes d'école, etc. Si on ne fait pas participer les acteurs, ils ne s'impliquent pas. Et s'ils ne s'impliquent pas, si vous avez un projet onusien, par exemple, vous allez venir avec des ressources pendant un temps ponctuel et après, elles vont se tarir. Il faut que les acteurs, et quand je parle de ressources, il y a des ressources financières, mais également humaines, il faut que les acteurs soient participants de cela. Maintenant, concernant la question des femmes ou des jeunes, mais je voudrais surtout revenir sur la question des femmes parce que la jeunesse, c'est une étape vers la situation d'adulte. Mais les femmes, en fait, elles vivent des situations et des besoins qui sont différents de ceux des hommes et des femmes. Le risque est grand lorsqu'on ne tient pas compte de cela, en fait, de développer des propositions
qui ne sont pas adéquates pour les populations. Et il faut savoir que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, mais comme un peu partout, en France ou ailleurs, c'est toujours plus ou moins une parité. On a à moitié des hommes, à moitié des femmes. Donc imaginez des solutions qui ne tiennent pas compte de la moitié des personnes ciblées. Voilà ce que je voudrais dire. Donc il y a une question, c'est humain, on ne travaille pas pour toi sans toi. Je crois que c'est Gandhi qui disait, si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Alors on ne travaille pas pour quelqu'un sans lui. Mais au-delà de ça, c'est pas efficace. Voilà. Et puis après, quand vous voyez des projets de développement dans nos pays, il y a une composante culturelle qu'il faille intégrer. Et pour l'intégrer, il faut consulter les acteurs. Voilà. Moi, je prends l'exemple du maire d'une ville de Côte d'Ivoire, qui m'expliquait qu'il avait décidé d'électrifier sa ville. Donc il a été acheté, il a mobilisé des investisseurs, il a acheté, et puis un an après, il a vu que sa ville était désélectrifiée, entre guillemets. C'était les propres bénéficiaires de l'électrification qui avaient été contactés par des entreprises et qui avaient coupé les câbles et qui les avaient revendus. Voilà. Parce qu'ils avaient des besoins immédiats et ils ne comprenaient pas à quel point ils étaient en train de se nuire à eux-mêmes. Voilà. Après, il y a des endroits où on a des activités, qu'on implante dans des lieux qui sont des lieux qui ont une histoire. Voilà. Et les gens n'iront pas dans ce lieu parce qu'il y a une histoire. Donc la participation, l'inclusion, ça c'est des petites anecdotes juste pour montrer à quel point c'est important. Et ça, en Afrique aujourd'hui, tu sens qu'il y a un écho, que les gens s'intéressent? Alors, la question de la participation et de l'inclusion, c'est intervenu depuis... maintenant tout le monde en parle. Au niveau de la scène internationale, c'est reconnu par tout le monde. Voilà. Maintenant, la mise en œuvre, elle commence aussi dans la planification. Quand vous prenez les pays, il est clair qu'on fait de la planification. Elle se veut inclusive, c'est-à-dire que si vous avez, même pour les plans de développement pluriannuels des pays, lorsqu'on fait les plans de développement, les stratégies, on convoque tous les acteurs. Après, il y a une différence entre vous convier, vous êtes assis, tenir compte de ce que vous dites, et ensuite vous impliquer dans la mise en œuvre. Pas seulement la mise en œuvre, mais le suivi, l'évaluation et puis les réajustements. Voilà, donc c'est rentré dans la tête des gens qu'il faut convier les gens à la table. Maintenant, il faut continuer le travail pour rendre la participation de plus en plus forte et réelle. Il faut dire aussi qu'il y a des exclusions à la participation. Si je prends les femmes, par exemple, qui accèdent moins à l'éducation au fur et à mesure qu'on montre les degrés, il est clair qu'à un moment donné, elles ne seront plus à la table. Donc la participation, ça peut impliquer aussi l'éducation, la sensibilisation, et plus l'éducation, parce que les actions de sensibilisation, des fois, c'est ponctuel. Allez, on fait une grande campagne pour sensibiliser, on va prendre un sujet d'actualité aux élections, voilà. Mais ça remonte à bien plus loin. Il faut aller au niveau de l'éducation, parce que la personne, elle va se mettre un peu en retrait d'elle-même. Ou alors, elle va être mise en retrait, parce que on va faire une campagne, elle ne comprend pas ce qu'on dit. Voilà. Ou alors, elle est dans une situation de vulnérabilité, on va lui amener des choses économiques qui vont biaiser, en fait, sa façon de voir les choses. Donc, il y a beaucoup à faire pour la participation, l'inclusion. Après, si on prend l'Afrique, puisque c'est de notre continent dont il est question, on a une culture qui privilégie la voix des aînés. Donc, on a tendance naturellement à exclure le jeune, et le jeune peut aussi s'exclure par respect. Donc, tout ça, ça permet de creuser davantage cette question qui, effectivement, mérite d'être prise en considération sous le faisceau de plusieurs facteurs. Très intéressant. Tu l'as dit, tu as évoqué notamment la question du coaching que tu poursuis aussi maintenant en parallèle de tes différentes activités. Oui. Et donc ça m'amène à poser une question, parce que je sais que tu as été tout au long de ta carrière, de ton parcours, très en lien avec les organisations internationales, d'accord, mais aussi beaucoup les jeunes. Tu as fait plusieurs prises de parole, tu as accompagné des initiatives, etc., qui étaient beaucoup menées, ou en tout cas au cours desquelles il y avait beaucoup de jeunes. Comment est-ce que tu penses impacter le continent africain
ou la diaspora, peu importe, au travers de tes différentes activités passées, présentes et celles à venir, celles que tu es en train de construire? Bon, déjà, si on parle des jeunes, moi ce que j'ai remarqué, c'est que il y a les aider à accéder à l'information, mais maintenant on est dans une période où tout permet d'accéder à l'information. Mais souvent, l'information pertinente n'est pas forcément celle qui est recherchée. Donc, il y a ce partage d'informations, il y a le savoir, les connaissances, notre culture, par exemple. Moi, j'ai créé, tu le connais, un réseau qui s'appelle Afrique émergente sur WhatsApp, mais en fait, l'histoire de ce groupe où on partage, qui se veut en fait une plateforme de partage sur ce qui se passe de positif en Afrique, mais également au sein des diasporas d'origine africaine, voilà. C'est que simplement savoir d'où on vient, c'est important pour savoir où on va. Et ça, souvent, les jeunes, ils ont des complexes, des méconnaissances. Donc déjà, moi, je trouve que faciliter en fait l'accès au savoir, à la culture, à notre histoire, aux connaissances, c'est important. D'autres façons, c'est les actions de formation. Par exemple, la question d'égalité homme-femme, souvent, elle est très mal comprise. Vous arrivez dans une audience et puis les gens sont déjà crispés contre vous parce que vous allez dire que les femmes, etc. Alors que, en fait, quand vous comprenez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai tenu à dire, c'est une question d'égalité, d'opportunité. On offre des possibles. Une femme à compétence égale, si elle a envie d'être, si elle veut être chauffeur de taxi, il faut lui permettre d'être chauffeur de taxi parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a une appétence, on est aussi plus efficace. Clairement. Voilà. Donc la question de l'égalité, c'est pas et ça peut être très mal compris par les hommes comme par les femmes. C'est pas un homme fait ça, une femme fait ça. On sait très bien qu'un homme et une femme c'est très différent, ne serait-ce que physiologiquement et dans bien d'autres des domaines. Il y a des études maintenant qui sont faites sur les cerveaux, qui montrent des activités différentes. Voilà, on n'est pas pareil, on le sait. Mais pour autant, est-ce que l'un doit être discriminé du fait de son appartenance à un sexe? Donc, il y a ça aussi. Donc, outre le partage d'informations, il y a la formation sur les questions pour que les gens ne se sentent pas mal à l'aise lorsqu'on aborde ces questions-là. Il y a, alors, le coaching, là, ça aide. Déjà, tout à l'heure, quand je vous ai dit, je demandais si je me sentais imposteur, je me suis sentie un peu imposteuse ou imposteur, je ne sais pas comment on dit, parce que je donnais beaucoup de conseils. Chaque fois que les gens venaient avec des problèmes, je dis, moi, je pense que tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Et quand j'ai commencé à me former en coaching, j'ai appris à davantage questionner pour faire émerger chez l'autre, en fait, ce qui correspondait plus à lui qu'à moi. Parce que moi, quand je venais avec mes conseils, c'était construit autour de moi, mes expériences, voilà. Et donc, lorsque les gens commencent à exprimer ce qu'ils sont, qui n'est pas forcément ce que je suis ou ce que toi tu es, ça leur permet de questionner eux-mêmes et puis de bâtir la confiance. Et moi, j'ai relevé, par exemple, que beaucoup de femmes africaines ont besoin de bâtir cette confiance-là. Voilà, y compris des femmes pleines de potentiel, voilà, mais qui ont tendance à penser, je vais parler après parce que je ne dois pas prendre la parole, ce que je dis n'a pas autant de valeur que ce que l'autre dit. Ou alors, vous allez lui demander ce qu'elle a comme activité, elle va dire, je fais rien, je suis à la maison. Maintenant, quand vous lui posez des questions, je me lève, je m'occupe du ménage, je m'occupe du mari, de la famille. Et puis, il y en a qui travaillent en monde rural, même pas que, en monde professionnel. Mais déjà, toute la partie, je m'occupe de tout ce qui a trait à la vie de la maison, elle la sous-estime. Tout d'un coup, lorsqu'elle commence à mettre ça sur le devant de la scène, elle se rend compte qu'elles font énormément des choses, qu'elles sont même des gestionnaires plus avisés que beaucoup de gestionnaires. Et après, elle commence à avoir confiance en elles parce qu'elles valorisent davantage ce qu'elles font. Mais en fait, tu es chef d'entreprise. Et donc, cette confiance en soi, ça permet d'oser après. Voilà, ça permet d'oser. Donc, il y a ce volet-là. Moi aussi, pour impacter, comme j'ai un parcours un peu entre plusieurs continents,
je trouve que je peux partager avec honnêteté, pragmatisme aussi, hein, des expériences des différents mondes. Il y a pas mal de gens ici en France qui veulent rentrer. J'en accueille quelques-unes, mais qui viennent avec une façon de voir les choses qui n'est pas tout à fait réaliste. Et il y a aussi des gens qui quittent le continent et quand ils viennent ici, ils disent pas tout à fait la vérité. Hein. Parce que des fois, quand ils arrivent et puis qu'ils n'ont pas les succès qu'ils escomptaient, ils les masquent. Et ils laissent à croire que ici, voilà, on a une vie extrêmement positive, porteuse. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais vous et moi, on est bien placés pour savoir qu'il n'y a pas que ça. Bon, maintenant, il y a l'envie de retour sur le continent et on pense aussi que c'est extrêmement, de façon idéalisée, hein, que c'est chaleureux, c'est des solidarités d'antan, etc. Et on se trouve confronté. Par exemple, il y a l'effet inverse du respect des aînés. Hein. Moi, j'appelle ça le grand frérisme. Hein. C'est-à-dire l'incapacité, voilà, tu es jeune, tais-toi, voilà. Et du coup, vous avez des personnes qui ont un certain âge, mais qui n'ont pas forcément cet âge dans leurs actions, devant lesquelles on doit s'écraser. Il y a ça aussi. Bon, maintenant, il y a aussi des croyances. Vous avez des gens qui sont habillés comme ici, hein, en Europe, hein, mais dans leur mindset, ils ont des croyances. Donc finalement, quand vous allez poser des actes ou quand ils vont voir des actions, ils vont avoir des interprétations qui n'ont rien à voir avec celles qu'on peut avoir dans l'Hexagone. Il faut le savoir. Parce que vous allez dire, tout ce matin, on parlait de la tempête. Ah, il y a une tempête. Ouais. Bon, pour vous, c'est un élément naturel. Pour d'autres, il faut savoir pourquoi il y a eu une tempête, qui a fait quoi et comment se prémunir. Bon, voilà. Donc, c'est important d'avoir une vision, qui remet les choses à plat. Qui remet les choses à plat. Voilà, le monde idéal. Et puis, la vie sur le continent est de plus en plus occidentalisée. Vous avez des solitudes, vous avez des manques de solidarité, vous avez tout ça. C'est important donc d'avoir cette vision équilibrée, plus juste de ce qui se passe ici et de ce qui se passe chez nous. Du coup, là, j'ai envie de te poser plein de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as parlé de plein de choses. La première, pour ne pas l'oublier, c'est relativement au coaching. Comment tu surmontes les gens, tout simplement? La question est peut-être un peu mal amenée, mais coacher en Afrique, déjà, pour moi, ça appelle déjà pour moi des questions. Est-ce que les gens s'ouvrent? Est-ce que les gens qui ont parfois une tendance à avoir, comme tu l'as dit, des croyances, peut-être des volontés de s'ouvrir, plutôt dans la religion, plutôt vers d'autres choses, vont voir des personnes individuelles et s'ouvrent à elles, en fait, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, personnelles, professionnelles, qu'importe. Est-ce qu'il y a des challenges autour de ça? Est-ce que tu rencontres des gens qui sont plus dans la réserve, qui ont plus de mal, avec l'idée même, le concept même de faire appel à un coach? Ça, c'est une question que je me pose. Et avant d'oublier, ma deuxième question porte davantage sur la deuxième partie de ton propos. Ça va être, mais qu'est-ce que les gens... Toi, tu es rentré, tu t'es installé en Côte d'Ivoire, etc. Bonne ou mauvaise décision? Je dirais déjà première sous-question. Et deuxième sous-question, qu'est-ce que les gens, les jeunes qui aujourd'hui sont dans les diasporas, devraient se dire? Les questions qu'ils devraient se poser véritablement pour pouvoir faire ce choix en conscience et ne pas le regretter, parce qu'il y a toujours des challenges, mais ne pas le regretter derrière. Donc, d'accord. Ça fait, voilà. Donc après, tu me rappelleras si j'oublie. Mais concernant le coaching, moi, je peux peut-être parler d'expérience de coaching lorsque je dirigeais des équipes onusiennes et je devais coacher des gens. Et puis quelques coachings individuels. Les gens que vous devez coacher, de par votre position, moi, j'ai appris des choses sur moi-même, en fait. Parce que, d'abord, et c'est important aussi de se connaître et de s'appréhender avant de vouloir appréhender les autres. Donc moi, je suis arrivée, j'étais enthousiaste et puis je pensais que je savais pas mal de choses. Je voulais en apprendre, mais j'en avais à apporter. Mais j'ai compris que je devais beaucoup apprendre sur les gens. Sur leur façon de voir les choses. Sinon, moi, j'allais venir pensant qu'ils étaient formatés comme moi et ce n'était pas le cas. J'ai dû aussi apprendre que j'avais une façon extrêmement différente de voir les choses et que j'étais perçue comme telle. Ça, il faut le comprendre pour faire un coaching.
Parce que bon, toi tu dis je suis là votre sœur et puis ils se disent bon voilà la blanche qui est arrivée, voilà. Vous n'êtes pas du tout sur le même registre. Donc ça il faut le comprendre. Donc il y a ce travail de comprendre l'environnement autour de soi et de comprendre à qui on a affaire. Donc après, ben, ça vous amène des succès, des insuccès, des enseignements. Hein. Parce que vous allez dire, bon, vous venez de France et puis on est très liés au temps. Donc, et puis vous pensez que bon, ben, ce que vous donnez à faire à quelqu'un, ben, il doit le faire d'ici le lendemain. Voilà. Bon, donc vous lui demandez à faire ça le lendemain et puis le lendemain, vous ne comprenez pas que ce ne soit pas fait. Et vous aurez même envie bon, ben, de perdre un peu de votre patience. Parce que vous avez des deadlines, voilà. Mais ça, lorsque vous comprenez, d'abord, lorsque vous explorez, moi il m'est arrivé par exemple d'avoir des gens, je pensais qu'ils n'avaient pas fait des choses, mais en fait, ils n'avaient pas compris. Et moi je pensais que quand tu ne comprends pas, tu demandes. Voilà. Mais eux, ils ne vivaient pas très bien de demander lorsqu'ils n'avaient pas compris. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. C'est-à-dire que quand tu fais le coaching, tu apprends. Donc finalement, c'était à moi de poser des questions, comme on dit en action, la probing question, voilà, pour valider, pour m'assurer que c'était bien compris. Après aussi mettre les gens en confiance et leur expliquer qu'ils pouvaient venir vers moi et que venir redemander quelque chose qu'on n'a pas compris, ben, ce n'est pas une preuve de manque d'intelligence. Donc donner confiance. La question de donner confiance aux gens, c'est important pour qu'ils puissent eux-mêmes questionner. Et aussi, j'avais tendance, quand c'était pas fait, à faire moi-même. Voilà, ça allait plus vite. Mais je me suis rendu compte en matière de coaching que se substituer des équipes, c'est très mauvais de se substituer à quelqu'un. Alors, on va pas non plus se mettre à ne pas aller rapidement pour s'aligner sur le plus lent, mais en même temps, on peut pas non plus se substituer parce que le travail, il est réussi lorsque on a empowered, renforcé les autres à réaliser par eux-mêmes ce qu'ils sont censés réaliser. En matière de coaching individuel, c'est différent parce que c'est une démarche individuelle et volontaire de quelqu'un qui veut aller vers des objectifs et qui vient vous voir parce qu'il pense que vous pouvez l'aider. Donc il y a moins ce travail-là parce que la personne, vous n'allez vers elle que si elle a exprimé le souhait d'être coachée. Alors, pour répondre à ta question, Frédéric, non, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Voilà, ça s'effectue plutôt un peu de la première façon, c'est-à-dire il y a une équipe, bon, vous êtes dans une position, ils vont devoir accepter, mais la personne qui décide de manière individuelle de se faire coacher, c'est un peu aussi comme la réticence qu'il y a à aller rencontrer des psys, etc. Il y a quelque chose encore... et puis, on peut penser aussi que ça relève du luxe. C'est pour des gens qui sont aisés et puis qui n'ont rien à faire et puis qui disent avec un air un peu perché qu'ils ont un coach. Voilà. Donc, c'est pas encore tout à fait dans les mœurs, mais ça commence. Mais c'est au niveau plus des personnes qui sont à un certain niveau aisé qu'au niveau de ceux qui constituent l'essentiel des populations et qui en ont pourtant énormément besoin pour cheminer. Voilà. Mais rappelons-nous, c'est des questionnements qui aident chez eux à prendre conscience. Une fois qu'ils prennent conscience, on peut les accompagner, pas se substituer, à aller vers le changement en prenant un certain nombre de décisions qu'ils trouvent pertinentes. Okay, d'accord. Ça, c'était pour le premier volet. Voilà, le deuxième volet, c'était... bonne ou mauvaise décision. Dans ton cas, j'entends évidemment. Voilà. Parce que ça a été une bonne... Je ne sais pas si la question est bien posée, parce qu'il n'y a pas forcément une bonne réponse à la question, mais dans ton cas, est-ce que tu dirais que ça a été une expérience particulièrement positive? Parce que beaucoup de gens peuvent se poser la question. Aujourd'hui, au sein des diasporas, beaucoup de personnes peuvent se dire rentrer, pourquoi? Il y a des gens qui sont des défenseurs de rester en Occident et d'autres qui sont au contraire et de plus en plus favorables au retour sur le continent. C'est le fameux mouvement des repates qui ne fait que grandir et grandir et grandir. Donc ça voilà, comme tu es aussi un modèle dans ce domaine puisque tu as été dans plusieurs pays, tu es parti, tu es revenu, tu es reparti. Est-ce que tu dirais que ça a été une expérience particulièrement positive ou est-ce que tu as des réserves sur ce type de décision? Merci pour cette question. Alors, j'aimerais, tout à l'heure tu as dit repates, etc.
Donc, il y a plusieurs questions. Il y en a qui estiment que pour contribuer à la construction du continent, il faut rentrer. Voilà. Mais je pense aussi que c'est des parcours individuels. Voilà. Moi, dans mon cas, c'est vrai que j'avais une forte envie de contribuer. Je me disais que j'avais pas mal de choses que je pouvais les mettre à disposition. J'étais quelque part autour de moi, les organisations internationales, c'est pas quelque chose qui était étranger. Mais en même temps, quand je suis rentrée, j'avais pas du tout comme objectif de rentrer dans une organisation internationale. Donc, c'est des parcours individuels. Moi, dans mon cas, en fait, quand je venais en vacances, et c'était pas forcément en Côte d'Ivoire, mais j'ai découvert la Côte d'Ivoire, je voyais en fait une façon de vivre qui correspondait mieux à ce que j'avais envie de vivre. Donc déjà, il y avait une volonté de rentrer et un réseau aussi. Je connaissais des gens. Je ne suis pas venue, je ne me suis pas lancée comme ça. J'avais aussi des compétences dont on avait besoin. Voilà. Donc, je me disais, et d'ailleurs, vous voyez, après faire un parcours aux Nations Unies, après avoir fait une école supérieure de commerce, c'est pas très logique, mais en même temps, quand vous avez fait une école de commerce, vous savez que vous pouvez servir. Vous pouvez travailler dans plein de domaines, la finance, le marketing, le conseil, la com, etc. Donc, j'avais cette envie-là de retour, j'avais un réseau, j'avais des compétences. Je trouve que ça, c'était des éléments importants. Et quand je suis rentrée, ça s'est pas fait de manière automatique, mais je me suis pas sentie isolée. Alors, le fait d'avoir des compétences, ça me permettait d'envisager, en cas d'échec, le retour. Voilà, c'était pas je coupe complètement le cordon, je rentre, et puis après, si ça marche pas, je m'effondre. Voilà. Donc, une fois ça posé, pour moi, ça a été plutôt quelque chose de très positif, que je ne remets pas en cause. Je veux dire, aujourd'hui, si vous me dites de revenir dans l'Hexagone, je ne reviendrai pas. Bon, je suis revenue il y a 4 ans pour des raisons familiales. Voilà, parce que je voulais accéder, pour ne rien cacher, en fait, à de meilleurs soins de santé pour certains membres de ma famille que je ne trouvais pas là où j'étais. Et ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait, revenir pour bâtir. En fait, je pense qu'on a des services importants chez nous qu'on doit consolider pour donner envie de rester aux gens. Parce que si vous ne pouvez pas accéder à une santé la plus décente possible et que vous savez que vous pouvez l'avoir ailleurs, vous allez chercher à l'avoir ailleurs. Voilà. Donc, dans mon cas, en fait, avec tout ce que j'ai dit, après, il y avait d'autres choses que j'avais. Moi, je suis assez relationnelle, je relationne vite. Au-delà du réseau que j'avais, je m'en suis créé un autre. Et puis, je suis assez adaptable à différentes cultures. J'ai aussi compris que j'étais pas en retour, mais j'étais en train de venir, que je devais apprendre. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font que ça peut être plus positif. Après, donc, est-ce qu'il y a des choses dont on doit tenir compte, qui peuvent être susceptibles de créer des réticences, par exemple? Oui, il y en a. Il y en a toujours à chaque fois qu'on prend une décision. Il faut avoir cette ouverture. Il faut bien comprendre qu'on ne va pas retrouver là-bas ce qu'on a ici. Il faut venir avec quelque chose à apporter. Il faut savoir aussi que ça ne va pas forcément se faire tout de suite. Ça peut prendre d'un coup, et puis ça peut ne pas se faire tout de suite. Il faut pas penser qu'on nous attend parce que maintenant il y a des compétences sur le continent. Donc il faut venir aussi avec humilité, savoir qu'il y a des gens très compétents. Mais c'est vrai qu'on a des choses à apprendre. Le fait d'être à cheval entre plusieurs cultures, on a des choses à apporter. Mais il faut être conscient qu'on a aussi des choses à apprendre. La question de la capacité à relationner, c'est important aussi parce que il faut arriver à avoir des connexions pour pouvoir bien s'implanter.
Donc moi aussi j'ai découvert, j'ai déjà un peu parlé de certaines caractéristiques, comme le grand frérisme ou les croyances, avec lesquelles il faut compter aussi. Ouais. C'est très intéressant. J'allais te demander justement le message que tu voudrais laisser aux plus jeunes aujourd'hui, justement aux jeunes Africains en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Et tu as déjà commencé un peu à y répondre au travers du prisme du retour en Afrique ou de l'installation en Afrique. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu couvrir si je t'avais posé cette question? Les jeunes Africains, c'est ça? Les jeunes aujourd'hui, parce que c'est pas évident quand même, tout ce qui se passe dans le monde. Je trouve qu'on est dans une période d'opportunité incroyable. Oui, parce que actuellement, on a les feux. D'abord, je trouve qu'il faut qu'on comprenne les enjeux. Les enjeux qui sont les nôtres et les défis qui sont les nôtres. C'est pas la peine d'aller s'arrimer dans les problèmes qui sont pas les nôtres. Si on a envie de construire l'Afrique, je parle de ceux qui ont envie de construire l'Afrique. Il y a des enjeux dont on nous parle qui sont pas les nôtres. Je pense qu'ils doivent être conscients de nos valeurs et de pas vouloir les jeter, mais plutôt les creuser et les valoriser. Moi, quand je viens en France, je suis arrivée et je repars à la fin de ce mois, je suis quand même très attristée par l'individualisme exacerbé, le manque de respect pour les personnes âgées. Et je trouve que chez nous, il ne faudrait pas qu'on lâche ça. Voilà. Le respect des personnes âgées, leur prise en compte, l'individualisme forcené, moi d'abord, etc. Donc il faut qu'on soit conscient de nos richesses, etc. Culturelles. Pardon? Nos richesses culturelles. Culturelles, voilà. Ça, c'est des choses qui sont enracinées en nous, qu'on est en train de vouloir rejeter et on ne devrait pas, parce que c'est des richesses que d'aucuns nous envient. Pour la question des aînés, je trouve que c'est vraiment important, parce qu'on est tous appelés à devenir un aîné. Voilà, donc ce n'est pas des rebuts de la société. Voilà. Et ils ont des choses à apporter aux sociétés. Voilà. Donc il y a ça, en fait. C'est déjà en Afrique. Ils jouent un rôle très important aussi. Ils jouent un rôle très important, mais on a toujours tendance à vouloir imiter ce qui se fait en Occident. Donc qu'on soit conscient de ce côté positif des choses. Après, je trouve que la question de la solidarité, elle est aussi importante. On ne peut pas faire tout seul. Et comme je vois les opportunités, j'ai dit, je trouve que c'est un monde d'opportunités. Il y a les alliances qui changent, il y a les forces qui changent, il y a la prise de conscience des richesses dont on dispose autres que culturelles, de notre sous-sol, etc. Bon, maintenant qu'il y a plus de choix sur les partenaires avec lesquels on veut travailler, supposons qu'il y ait des effondrements ou des jeux d'alliance qui se défont, il faut être solidaire pour récupérer tout ça, parce que sinon ça ne va pas servir. Quand on va voir ces jeux d'alliance qui se défont, des gens qui avaient la même mise et qui ne l'ont plus, et s'ils ont en face d'eux des gens qui ne sont pas unis, ils vont pouvoir encore utiliser les uns et les autres, et on va se retrouver juste sous le jeu d'une autre alliance. Mais si on est unis, là on peut faire front, et puis exiger en fait. Exiger d'être assis à la table et de maîtriser de plus en plus nos ressources. Voilà. Mais ça passe par être unis, être solidaire. Voilà. Venir avec des compétences, ne pas avoir de complexe sur ce qu'on est. Il y a également la question de se dire que on est comme des gouttes d'eau dans l'océan. C'est-à-dire chacun de sa place peut faire quelque chose. C'est pour ça que je ne voudrais pas trancher sur il faut rentrer, il ne faut pas rentrer. On peut très bien servir de là où on est. Bien sûr. On n'est pas obligé de dire, écoutez, il y a un grand mouvement pour rentrer. Ce n'est pas obligé, on peut très bien servir de là où on est. Mais par contre, il faut savoir aussi que ici, on sera de moins en moins voulu. Moi, c'est ce que je constate quand je viens ici. Par exemple, je trouvais qu'il y a des façons de rejeter les autres qui avant étaient indicibles quand j'étais là. Et maintenant, on les dit ouvertement. Voilà. Et je trouve que le rejet de l'autre, etc. Avant, c'était pas politiquement correct. Donc, les gens le pensaient, mais c'était plus difficile à dire. Mais maintenant, quand je reviens, quand je mets la télé, que je regarde de moins en moins d'ailleurs, je vois que c'est plus facile à dire. Il faut faire attention parce que quand ça commence à être plus facile à dire, c'est plus facile à faire. Voilà.
Donc les gens doivent être conscients qu'il y a ça. Mais c'est peut-être une opportunité, hein, le retour, parce qu'on est de moins en moins voulu ici, pour se retrouver plus heureux chez soi. Parce que finalement, la question d'être chez soi, je trouve que ça contribue aussi à se sentir appartenir à un environnement, plutôt que de se sentir toujours dans l'altérité. Je ne suis pas d'ici, mais je vais m'adapter. Voilà. Et puis bon, dans nos pays, on a quand même une qualité de vie qu'on a ici plus difficilement, je trouve, lorsqu'on arrive à avoir certains moyens. Voilà. On a une qualité de vie, une convivialité. Il y a moins de barrières entre les individus. Moi, par exemple, une chose qui m'avait frappée, moi j'étais arrivée et puis comme je venais de France, j'avais intégré qu'il y a la vie sociale privée et puis il y a la vie professionnelle. Et puis quand je suis arrivée, j'ai trouvé que les gens avaient un peu tendance à mélanger. Puis moi je voulais remettre les barrières parce qu'il y a la vie privée et il y a la vie professionnelle. En tout cas ici c'était comme ça. Je me souviens, bon si je prends une anecdote comme ça, je me souviens une fois, j'étais au PNUD en fait, et puis on a dit un tel a perdu sa mère, c'est à Korogo. Korogo, c'est à 600-700 km d'Abidjan. Qui y va? Tu y vas? C'est une affaire privée. 700 km. Donc j'ai dit poliment, écoutez, toutes mes condoléances, etc. Et puis quand je suis revenue le lundi, tout le monde avait l'air fatigué. Je dis, qu'est-ce que vous avez? On est parti aux funérailles de la mère. Ah ouais? Et il n'y avait que moi qui n'avais pas été. Et j'ai trouvé que ça, c'était bien finalement. Voilà, c'était bien. Mais moi, je n'étais pas habituée. Parce que bon, les deuils, moi quand j'étais ici, c'était à peine si on te le disait, c'était la vie privée. On t'envoyait un petit courrier avec un carton noir. Bon, il y a eu un salon, puis il y a eu un deuil, c'est bouclé, voilà. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Maintenant, il faut me voir aux funérailles, aux veillées. Bon, alors là aussi, il y a un excès. Chez nous, on en fait trop, hein, voilà. Donc, il faut savoir prendre... mais je trouve que la césure entre la vie privée et la vie professionnelle, telle qu'instituée ici, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais il faut savoir doser. Et puis, la question de la césure vie privée, vie professionnelle, des fois, il y a des gens chez nous qui rentrent trop dans la vie des autres, mais en même temps, des fois, ils peuvent permettre à des gens qui sont dans des postures de séparation de se remettre ensemble. Parce qu'il y a des fois, on dit, c'est pas mes affaires, c'est privé, ça la concerne, je peux pas. Puis il y a d'autres qui viennent, qui disent, écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Il y a ça, ça et ça, je vais vous réunir, puis on va en parler. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, il faut toujours voir comment balancer, parce que les intrusions, c'est pas bien non plus. Y compris personnel. Y compris personnel. Mais des fois, une intrusion personnelle pour aider les gens. Parce qu'il y a des fois, les gens ont juste besoin d'un coup de pouce pour pouvoir se mettre, mais ils sont dans des postures. Et le fait qu'il y ait une intrusion entre guillemets extérieure, ça aide en fait. Voilà, donc c'est tout ça. On est un peu dans la légèreté, mais j'ai envie de te parler, parce que tu m'as dit la qualité de vie. Tu as parlé de qualité de vie. Bon, là, comme ça, tu résides à Abidjan. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas que tu pourrais jamais penser faire ici? Moi, je me souviens, alors comme on est dans la légèreté, une des raisons, c'est pour ça que je dis on a des mobiles qui vous font venir, une des raisons qui a fait que parmi les raisons, c'est pas la seule, je me souviens, j'étais venue en vacances à Abidjan et puis j'avais des amis qui travaillaient dans une banque à la City et puis ils m'ont dit, tu sais, on va manger à midi à la plage. Je lui ai dit, vous êtes en congé? Oh non, on va manger à la plage puis on revient au boulot. Oh, on peut faire ça. Oh oui, on va à Bassam. Et c'est ce qu'on a fait en fait. On a été manger, on est revenu. Bon, ça c'est de la légèreté, mais c'est bien de pouvoir aller. C'est pas partout en France que tu peux aller déjeuner à la plage et revenir bosser. Après, évidemment, on a encore... une autre des raisons qui m'avait fait rentrer, c'était que je m'apprêtais... Je voulais en fait avoir une vie de famille. Et j'avais des filleuls que je recevais le week-end. C'était infernal quand je les recevais. Il fallait être avec eux tout le temps, il fallait les amener au parc. Je me souviens, à l'époque j'habitais à Kremlin-Bicêtre, j'avais reçu mon petit filleul en hiver. Je l'avais déshabillé, tout ça, puis après je me suis rendu compte qu'il fallait du pain.
Et j'avais personne, hein. Personne avec moi, donc il fallait le rhabiller, remettre la doudoune, tout ça, pour aller en face. Je me suis dit, oh là là. Et puis ma copine qui m'appelait tout le temps, qui me disait, tu sais, voilà, mon enfant a 37,5 de fièvre, il faut que j'aille le chercher. J'ai dit, oui, donc j'ai écouté tout ça. Je me disais vraiment, ça va être difficile de gérer tout ça. Hein. Surtout que je voulais avoir plusieurs enfants. Donc j'ai trouvé que gérer une famille nécessitait, en fait, je me retrouvais à partir la nuit et à rentrer la nuit. Ça faisait que j'avais l'impression, je rentrais dans le ventre de Paris, dans le métro, et après je rentrais encore dans le ventre de Paris, et puis après j'appelais les copines, qu'est-ce que tu fais? Ah le week-end, il y a les courses. J'avais moins d'occasion de socialiser. Et puis des fois, je me retrouvais à une jonction de métro ou de RER, je ne sais même pas comment j'étais arrivée. C'est-à-dire que j'étais partie à telle heure pile. Telle heure pile, j'avais pris mon thé, j'avais pris ma douche, j'avais pris mon métro à telle station, à telle heure, j'avais compté les wagons, j'étais au wagon numéro tant. Je savais que là, à Châtelet, je devais prendre l'escalier plutôt que machin. Ici, ça ne marchait pas plutôt que l'autre. Et le RER, je devais aller là. J'avais mon bouquin, je lisais énormément dans le métro. Donc, je sortais le bouquin, je levais la tête, je voyais la même personne en face de moi. Et c'était comme ça tout le temps. C'était une vie un peu... un moment, je me demandais, je dis, mais comment tu as fait pour arriver au RER, à telle station, dans tel wagon? Et puis, tu as déjà calculé les wagons. Pour sortir, je vais aller à ce wagon-là, etc. J'avais plus envie d'une vie comme ça. Et il y a aussi la question de l'anonymat. Tu es toujours anonyme. Tu es toujours anonyme. Mais qu'est-ce que ça fait d'être anonyme? Je ne savais pas que ça me déplaisait jusqu'à ce que j'arrive et que je vois que j'étais plus anonyme. Tu es rien. C'est comme si tu es un... je ne m'en rendais pas compte. Hein. Tu es un numéro, tu es un pion, tu vas à la... Alors que chez nous, tu es moins anonyme. Je n'ai pas dit que à chaque coin de rue... Non, mais tu es moins anonyme. Tu es quelqu'un. Voilà. Donc... tu représentes quelqu'un. Tu représentes quelqu'un, tu vois. Moi, j'ai ma fille avec qui j'allais souvent dans les supermarchés et qui, comme tu le sais, qui vit avec un handicap. Quand j'allais dans les trucs, je suis la maman de Dounia. Voilà. Donc, c'est important d'être la maman de Dounia. Bien sûr, à cause de Dounia, j'ai eu envie de venir ici pour avoir une meilleure prise en charge. Donc ça, c'est l'envers de la médaille. Mais quand je les vois, même maintenant, après être restée 4 ans à Paris, mais maman de Dounia, ils ne me connaissent pas, mais maman de Dounia est notre fille. Tu vois? Ça participe... à l'intégration aussi. Et puis quand je vois ces vieilles dames que je vois dans les supermarchés qui sont isolées ici, qui d'ailleurs, leur seule façon de parler, c'est quand elles vont au Carrefour et qu'elles échangent 2 mots avec vous, je me dis qu'être la maman de Dounia à Abidjan, c'est plus gratifiant. Hein. Voilà, donc je trouve que cette question d'anonymat, de ne pas être anonyme, c'est important aussi. Hein. Donc je ne sais pas, c'est pas léger, je ne trouve pas ça léger. C'est un peu la notion d'exister, en fait. C'est ça que ce côté, tu ne vis pas pour rien, quoi. Ici, tu es un peu laissé... Tu es un pion, voilà. Tu es un pion, voilà. Donc c'est vrai qu'on va régler avec, je dirais, en tout cas par exemple pour ce qui concerne la santé, qui est le domaine que j'ai beaucoup cherché pour mon mari et pour ma fille. Ici, il y a beaucoup de services que nous, on n'a pas là-bas. Mais en même temps, ici, je suis un numéro, hein, donnez-moi votre numéro de sécu, etc. Alors que quand, je suis le numéro de sécu, etc., le cas, tant, etc. C'est important d'avoir la qualité du service, mais en même temps, c'est bien de ne pas être un pion. Ouais. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Alors, on va poursuivre. J'ai envie de te demander rapidement s'il y a un proverbe, une maxime que tu lis, qui t'accompagne. Tu l'as déjà un peu évoqué, tu as eu beaucoup de challenges professionnels, personnels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé, qui t'a accompagné, on va dire? Une phrase que tu peux répéter quotidiennement, quelque chose qui est resté un peu cet ancrage dans ta vie, mentalement, psychologiquement. D'accord. Il y a le sens de l'altérité déjà. Le sens de l'altérité, c'est-à-dire le fait que l'autre personne, je suis l'autre de quelqu'un.
Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire quand tu poses une action, sache que l'autre, toi aussi tu es l'autre de quelqu'un. Il y a aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun de là où il est doit faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un sentiment que ce que tu fais n'a pas de portée, parce que la somme de tout ça, ça va faire quelque chose. Mieux vaut faire quelque chose que rien faire. Voilà. Bon, après il y a d'autres... tu m'as dit quoi, des citations? Non, une citation ou un proverbe, ça peut être n'importe quoi, peut-être quelque chose qui... Il y a des gens qui ont des phrases comme ça, qui les ont suivies toute leur vie, quoi. Ben c'est ça, de là où tu es, fais ce que tu as à faire, quelle que soit ta place. N'oublie pas que l'autre, c'est toi-même, donc essaye de faire avec l'autre ou pour l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ça, c'est important pour moi. On a déjà évoqué beaucoup de sujets, donc il y a des questions que je ne vais plus te poser parce que tu les as déjà un peu parcourues. Mais si je devais te demander 3 ingrédients qui manquent à l'Afrique aujourd'hui pour qu'elle ait davantage d'impact, tu pourrais me les citer? Alors, je vais les résumer parce qu'on en a parlé. Moi, je trouve que la conscience de qui on est, la valorisation, la confiance en nous, la fierté de ce qu'on est, voilà, plutôt que de vouloir adopter d'autres schémas. Mais ça passe par la connaissance, hein. Il faut qu'on sache qui on est et d'où on vient. Je trouve que c'est important. La question de la solidarité, comprendre que si on veut arriver à des résultats, ça ne peut pas être seul. C'est Nelson Mandela qui disait qu'on ne peut pas aller loin tout seul. Voilà. Seul, on peut aller vite, mais on ne va pas loin. Donc la question cette compréhension du fait qu'on doit faire les choses ensemble, je trouve que on doit vraiment développer ça. Surtout parce que dans cette période particulière où il y a plein d'opportunités, mais si on n'est pas ensemble, on va rien faire. La question aussi de la discipline, du travail, de la rationalité, je trouve que c'est important. Parce que je pense qu'on doit apprendre davantage sur le continent. Oui, travail, discipline, rationalité. Je trouve qu'on doit faire ça. On doit travailler, mais on ne doit pas le faire dans toutes les directions. On doit pouvoir obéir à une discipline. Ça ne veut pas dire non plus être corvéable à merci et faire ce que quelqu'un nous demande de faire alors qu'on est en désaccord total. Hein. Mais savoir se discipliner en observant la rationalité. Ça me fait penser, tu sais, je reviens de Bordeaux et puis je parlais avec ma belle-mère qui est japonaise. Et puis, je lui demandais quel était le point de vue des Japonais sur les Américains. Parce que quand même, il y a eu la bombe, il y a eu Hiroshima, il y a eu tout ça. Et elle me disait, en fait, on a compris que c'était la guerre et on n'avait pas le temps de la haine parce qu'on devait se reconstruire. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit donc, elle dit oui, donc, parce qu'elle me dit oui, elle a eu envie de venir aux États-Unis. Je me suis dit, elle était elle-même victime de la bombe, etc. Elle me dit, on n'avait pas le temps de la haine, des aigreurs, de ressasser tout ça. On s'est unis pour reconstruire. Et vous savez, maintenant, c'est que devenu le Japon. Donc, voilà, cette façon de se dire, on se met ensemble, il y a des choses qu'on va laisser tomber parce qu'on a un objectif plus grand. Et là, on n'est pas agité de croyances, de si je fais ça, il y a l'œil du machin, etc. Bon, voilà. Ou alors, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, il faut que je comprenne quels sont les tenants et les aboutissants, mais sans voir. Et ça aussi, c'est quelque chose sur quoi je veux revenir. En fait, je trouve que on doit adopter des approches responsables. Les approches responsables, c'est plutôt que d'indexer les autres et ce qu'ils devraient faire, voir ce que nous, on a à faire. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants. Ils me disent, ouais, il y a ça qui ne marche pas. Je dis, bon, est-ce que tu as regardé, toi, ta part de responsabilité et ce que tu dois faire? Parce que, en fait, s'il y a quelqu'un que tu peux maîtriser, agir, orienter, c'est toi. Bon, l'autre, en fait, tu peux le convaincre, mais après, il va décider de te suivre ou de ne pas te suivre. Tu vois? Et d'ailleurs, si tu veux le convaincre, ce n'est pas par les paroles, c'est par l'exemplarité. Mais toi, c'est un champ libre, tu vois? Donc nous, cette approche-là, c'est vrai qu'il faut déconstruire tout ce qui est négatif, il faut le faire, hein? Mais en réalité, notre focalisation, c'est une approche responsable. Qu'est-ce que moi, je dois faire pour
améliorer la situation pour progresser vers là où je veux progresser. Je trouve que c'est important. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille exclure le grand déballage. Hein. On doit passer par là. Parce qu'on a reçu quand même pas mal de coups. Il faut les mettre à jour. D'accord. Alors, chez Mesaka, on pose toujours la question du précédent invité. Donc, l'invité précédent a laissé une question que je vais te poser, sans savoir que ce serait toi qui allais devoir y répondre. Donc, je vais te la poser. Elle va te paraître un peu dissonante de ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui, mais c'est pas grave, elle est quand même très intéressante, je trouve. La question est la suivante. Quelle est la vision que tu as de l'art contemporain? Et de quelle manière est-ce que tu y laisses, ou tu comptes y laisser ton empreinte? Est-ce que c'est en soutenant la création? Est-ce que c'est en collectionnant des œuvres? Ou est-ce que c'est en accompagnant les artistes d'une manière ou d'une autre? Voilà. Ma vision de l'art contemporain, d'abord, je dirais à 90%, les apports de l'art contemporain viennent de chez nous. Donc, je trouve, et ça voilà, c'est pas à démontrer. Vous allez même chez les grands couturiers ici, ils s'inspirent de nos motifs. Et on a beaucoup donné, hein, même au temps de Picasso, tout ça, le cubisme, tout ça. Bon, l'art contemporain, il repose sur nous, nos apports, voilà. Donc, ma vision de l'art contemporain. Mais au-delà de ça, on va pas faire de l'africanisme ou faire de l'africanisme. Moi, j'aime beaucoup, je suis très sensible à l'art, à la beauté, en fait. Je trouve que ce sont des magiciens, en fait. Ils ont cette capacité, en fait, à nous amener, ou à nous faire nous interroger, à nous laisser devant leurs œuvres, voilà, éblouis devant la beauté, la créativité, etc. Donc, non, l'art, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, tu le sais, hein, pour être venu chez moi. J'aime bien aussi aller chercher, aller voir ce que font les artistes et si possible les encourager en acquérant leurs œuvres et peut-être en leur donnant des conseils et de la confiance, parce que souvent chez nous, alors on est extrêmement créatifs, les gens viennent d'ailleurs pour puiser comme pour le reste de nos ressources, et puis les artistes ont un sentiment ils sont un petit peu tristes parce qu'ils sont considérés, ils sont pas considérés à la juste valeur de ce qu'ils sont. C'est un peu comme s'ils étaient, ils n'ont pas beaucoup de ressources, donc ils vont se mettre à faire des œuvres d'art, mais c'est pas reconnu comme une contribution, la contribution qui est la leur dans la société, leur réelle contribution, amener les gens à travers leur créativité à revisiter le beau. Voilà. Est-ce que j'ai répondu entièrement à la question? Oui, je pense que tu l'as dit. J'ai l'impression qu'il manque un volet de la question auquel je n'ai pas répondu. Non, tu l'as dit, la vision que tu l'as donnée, et puis tu as dit aussi comment tu laisses ton empreinte en soutenant. C'est ça, c'est le beau qui accompagne la vie et qui permet de rendre les choses plus belles, plus... Ouais. C'est très touchant, je trouve, comme réponse. Alors, écoute, on arrive à la fin de notre entretien, notre échange. Est-ce que tu veux laisser un mot de fin avant que nous puissions conclure? Un mot de fin. Bon, comme je suis très bavarde, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Je dis beaucoup de choses, mais bon, d'abord, il faut que je remercie Mesaka qui m'a offert cette opportunité d'échange et de partage d'expériences en lien avec l'Afrique. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je réitère le fait que je pense qu'on vit une époque sans précédent, avec des vérités qui s'affichent, des alliances qui peuvent se refaire, une possibilité pour nous de jouer un autre rôle, de s'asseoir à la table. Il y a aussi l'IA qu'on voit arriver avec inquiétude, mais qui offre une somme d'opportunités. Il y a les réseaux, les capacités de se mettre en réseau. Il y a la chute des frontières. On sait aujourd'hui ce qui se passe dans le monde en temps réel. Et on peut aussi se connecter au monde réel. Donc je trouve que dans un tel monde d'opportunités, pour le continent, les choses n'arriveront que si on est conscient, solidaire, uni. Et désireux aussi de contribuer. Il faut être désireux de le faire. Et je voudrais justement laisser ce message-là, que nous soyons fiers de ce que nous sommes et qu'on valorise nos points positifs.
Voilà. Merci beaucoup Madeleine pour cet échange qui a été très intéressant. C'était vraiment un grand moment de plaisir, d'apprentissage, de partage. Merci. On a retenu beaucoup de leçons, d'enseignements. Et je suis sûre que les gens qui vont nous écouter vont aussi être très touchés par pas mal des choses que tu as bien voulu partager avec nous. C'est donc la fin de notre échange de ce jour avec Madame Madeleine Oka-Balima. Avant de terminer, je souhaiterais donc évidemment dire merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce podcast. N'hésitez pas à suivre Madeleine Oka-Balima. On laissera donc ses coordonnées pour ceux ou celles qui voudraient en savoir plus, échanger avec elle, et pourquoi pas bénéficier d'une session de coaching individuel ou collectif d'ailleurs. N'hésitez pas également à nous suivre, nous rejoindre sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify et TikTok, action_Mesaka, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.